Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai retenu pour ce colloque virtuel un commentaire de l'ordonnance du Conseil d'État du 22 mars 2020, ordonnance rendue dans le cadre de la procédure de référé liberté. Et j'ai retenu ce commentaire, en tout cas c'est pour cela que cette ordonnance a retenu mon attention au départ. C'est qu'elle donne à voir une nouvelle fonction du juge du référé liberté. Traditionnellement, c'est le gardien des libertés, hein, c'est pour ça qu'il a été institué par la loi du 30 juin 2000. Mais ce que donne à voir cette ordonnance, c'est un juge du référé liberté qui devient en quelque sorte un auxiliaire de la police administrative, un auxiliaire qui peut être en mesure d'imposer à l'administration de prendre des mesures plus restrictives même que celles que l'administration avait envisagées. Donc c'est pour ça que j'ai retenu cette ordonnance. Alors, avant de peut-être de rentrer peut-être dans le détail, puisque c'est un commentaire de décision, on va respecter les canons du genre, peut-être exposer quelques éléments de la procédure, en tout cas du contexte de l'affaire. Donc, bien sûr, je ne reviens pas sur la crise et la pandémie du Covid-19, mais ce qui était en cause, c'était une action formée par un syndicat de jeunes médecins, action tendante à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre, dans le cadre d'une procédure de référé liberté, qu'il soit enjoint au Premier ministre, soit de décider le confinement total de la population française, soit à tout le moins en tout cas, de limiter, de réduire les dérogations possibles à l'obligation de confinement qui a été déterminée par le décret du 16 mars 2020. Donc voilà en substance le contrôle, le contexte étant entendu, mais c'est pas indispensable pour moi ici que de le dire que le Conseil d'État n'a fait que partiellement droit à la demande de ce syndicat de jeunes médecins. Alors cette ordonnance, elle est intéressante. Je pense que j'en ai déjà donné quelques éléments à l'instant, mais pour l'analyser de manière peut-être un peu plus approfondie, je donnerai mon propos en trois temps. D'abord, je vais essayer de montrer que cette ordonnance s'inscrit dans une généalogie, une genèse, dans une continuité par rapport à des jurisprudences passées. Démontrer ensuite qu'elle va quand même plus loin que ce qui avait été fait jusque-là. En quelque sorte, elle radicalise un courant de jurisprudence. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai d'apporter quelques éléments de réflexion un peu au-delà de la procédure en question, sur l'apport de cette décision sur la réflexion en droit administratif et en droit des libertés fondamentales. Alors, premier temps d'abord, concernant la genèse, on pourrait dire, de cette jurisprudence, parce que en réalité, elle ne vient pas de nulle part, entre guillemets. Pour comprendre d'où elle vient, il faut passer par Strasbourg pour commencer, donc la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et la manière dont la Cour a défini depuis la fin des années 70 les obligations qui pèsent sur les États à l'égard des droits proclamés par la Convention. Ces obligations, elles s'ordonnent autour d'une distinction entre les obligations positives et les obligations négatives. Obligation négative, c'est simple, c'est l'obligation qu'a l'État, et essentiellement ses agents, de ne pas entraver l'exercice des droits proclamés par la Convention, mais ça, c'est tout assez évident. À côté de cela, la Cour a défini ce qu'elle appelle les obligations positives, c'est-à-dire l'obligation pour l'État de prendre les mesures nécessaires pour garantir la jouissance et l'effectivité des droits proclamés par la Convention. Donc c'est une obligation d'agir qui pèse sur l'État. Et parmi ces obligations positives, on peut distinguer les obligations matérielles et les obligations normatives. Les obligations matérielles, c'est assez simple. L'État, lorsqu'une personne, par exemple, est menacée et que l'État est au courant, l'État doit fournir une protection policière à cette personne conformément aux exigences issues de l'article 2 de la CEDH. Hein. Donc, ce sont des obligations matérielles assez limitées, mais ces obligations positives sont parfois aussi des obligations normatives. Et là, la Cour est allée beaucoup plus loin, parce que pour prendre un exemple qui est peut-être le plus parlant de ces obligations normatives, c'est l'obligation pour l'État de disposer d'un cadre pénal, de mettre en place des infractions pénales pour permettre la poursuite et la sanction des personnes qui ont porté atteinte à tel ou tel droit proclamé par la Convention, sachant qu'il s'agit essentiellement des articles 2 et 3 de la Convention et 4 pardon, dans la jurisprudence de la Cour. Donc voilà très sommairement ce qu'est la théorie des obligations positives. Cette construction, ce raisonnement-là, il a été transposé en droit administratif par le Conseil d'État dans le cadre du référé liberté à partir du début des années 2010 et en l'occurrence
à l'occasion d'un arrêt Ville de Paris, un arrêt de section de Ville de Paris du 16 novembre 2011. Arrêt à l'occasion duquel le Conseil d'État va à la fois reconnaître que l'article 2 de la CEDH, droit à la vie, proclame une liberté fondamentale dans le cadre du référé liberté, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, il va s'approprier le raisonnement, en tout cas la technique des obligations positives, en précisant que lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, le juge des référés peut, dans le cadre de cette procédure, du référé liberté, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser les dangers résultant de cette action ou de cette carence. Et donc depuis 2011, le Conseil d'État a été saisi, amené à plusieurs reprises à prescrire des mesures à destination de l'administration, faisant le constat d'un risque pour la vie ou d'un risque pour l'intégrité physique des personnes, faisant le constat d'un risque, faisant le constat d'une certaine passivité de l'administration, il a pu enjoindre à l'administration d'agir, de prendre les mesures nécessaires pour contrecarrer la survenance de ces risques. Il y a eu pas mal de décisions, je n'y reviens pas, et je vous renvoie là à la version écrite du papier tiré de cette conférence, on va dire. Donc voilà où on en est avec cette jurisprudence. Étant entendu, je finirai là-dessus pour cette jurisprudence que le Conseil d'État avait quand même limité la portée de cette jurisprudence au moins à deux égards. D'abord, il ne l'appliquait qu'au bénéfice, ne l'applique qu'au bénéfice des articles 2 et 3 de la CEDH, donc ce qu'on peut appeler le noyau dur, ce sont les droits qui protègent la dignité de la personne humaine, article 2, droit à la vie, article 3, droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, alors que la Cour, elle, mobilise ce raisonnement-là bien au-delà de l'article 2 pour tous les droits proclamés par la Convention. Et puis deuxième remarque, la Cour, le Conseil d'État, n'a prescrit sur le fondement de cette jurisprudence que des mesures matérielles. Le Conseil d'État a bien veillé à ce que cette procédure de référé-liberté ne soit pas utilisée de manière à faire peser des contraintes trop lourdes en réalité sur l'administration. Donc dans la plupart des affaires dont il a eu à connaître, il s'agissait de prescrire des mesures matérielles, la mise en place d'un point d'eau dans la lande de Calais, la dératisation des coursives de la prison des Mauvettes à Marseille, l'interruption de travaux dans l'affaire Ville de Paris, puisque en l'occurrence il s'agissait de travaux qui pouvaient effectivement conduire à blesser gravement les personnes. Donc le Conseil d'État avait transposé cette théorie des obligations positives dans le cadre du référé à la liberté, mais il avait fait, on va dire, à minima. Et c'est là, et c'est mon deuxième temps, qu'il faut effectivement maintenant évaluer, situer l'ordonnance du 22 mars 2020 par rapport à ce que j'ai évoqué à l'instant. Est-ce qu'elle s'inscrit parfaitement dans la continuité de ce qui avait déjà été fait jusqu'ici? Auquel cas, on pourrait dire circuler, il n'y a pas grand-chose à dire. Ou, au contraire, elle marque une évolution par rapport au passé, et en l'occurrence, vous l'avez compris, parce que sinon je ne ferai pas de commentaires, il y a bien une évolution, ou en tout cas une forme de ce que j'ai appelé radicalisation de cette jurisprudence que donne à voir l'ordonnance du 22 mars 2020. Alors, cette ordonnance en été, elle s'inscrit à la fois dans la continuité et en rupture. La continuité, je n'y reviens pas, elle est exprimée à travers notamment le paragraphe 5 de l'ordonnance, qui reprend mot pour mot je vais parler de considérant de principe mobilisé par le Conseil d'État dès 2011 en la matière, à savoir que lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé imminent pour la vie des personnes, etc., etc. Donc, je n'y reviens pas. Et le raisonnement qui est tenu par le Conseil d'État dans cette ordonnance est conforme finalement à ces principes-là. Le droit à la vie est un droit fondamental. La pandémie de Covid-19, la pandémie crée un danger pour la vie. Il appartient donc aux autorités de police de prendre les mesures nécessaires pour prévenir des atteintes au droit à la vie. Et dès lors qu'elle ne l'a pas fait, le juge du référé peut être saisi afin qu'il prescrive les dites mesures à l'autorité administrative. Donc de ce point de vue-là, on se situe effectivement dans la continuité. Mais
il n'y a pas que de la continuité dans cette ordonnance, vous l'avez compris, il y a au moins, me semble-t-il, une double évolution, une double rupture par rapport à ce qui avait été jugé jusque-là. Première rupture d'abord, c'est sur la portée des mesures euh, prescrites par le juge. Comme je l'ai indiqué à l'instant, le Conseil d'État a quand même veillé à ce que le référé liberté reste à sa juste place et donc ne soit mobilisé que dans des circonstances exceptionnelles et pour des mesures limitées. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il a été mobilisé en général dans des affaires où étaient en cause quelques personnes, on va dire, euh, en tout cas, il ne s'agissait pas de l'ensemble du territoire national, il s'agissait des migrants de la Lande de Calais, il s'agissait des détenus d'une prison, il s'agissait d'une famille, la famille d'interprètes afghans de l'armée française, de clients de magasins, etc. etc. Par ailleurs, et surtout, l'essentiel des mesures qui étaient prescrites jusque-là étaient des mesures purement matérielles. Hein, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mise en place d'un point d'eau, interruption de travaux, etc., etc. Et le Conseil d'État avait d'ailleurs bien veillé à ce que les choses n'aillent pas trop loin dans ces différentes décisions, et notamment en matière pénitentiaire. Il voulait éviter que le référé liberté soit mobilisé pour imposer des obligations qu'il aurait jugées excessives à la charte de l'administration pénitentiaire. C'est pour ça qu'il avait dit qu'il n'appartient pas au juge du référé liberté de prescrire à l'administration de prendre des mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politique publique. Donc il y a bien cette idée, il y avait bien une volonté de limiter la portée des mesures prises prescrites par le juge du référé liberté. Là, très clairement, les choses ne sont pas tout à fait pareilles. Hein. Pour quelle raison? Ce qui est en cause ici, c'est l'exercice du pouvoir de police, réglementaire, on pourrait dire, hein, du pouvoir de police du Premier ministre sur l'ensemble du territoire national. Et finalement, lorsque le juge prescrit au ministre de revoir sa copie, ou entre guillemets, de redéfinir ou de revoir les dérogations à l'obligation de confinement fixée par le décret du 16 mars 2020, finalement, il interfère dans l'exercice d'un pouvoir normatif qui a vocation à s'exercer sur l'ensemble du territoire national et donc sur l'ensemble des personnes qui sont présentes sur ce territoire. Et donc, vous voyez bien que l'ampleur de la mesure de l'ordonnance et des mesures prescrites est sans commune mesure avec ce qu'il en a été jusque-là. Donc, de ce point de vue-là, il y a une évolution, une rupture, en tout cas, par rapport à ce qui avait été ce fil de jurisprudence. Et puis, il y a un deuxième élément de rupture ou de radicalisation, c'est que dans la plupart des affaires dont avait été saisi le juge administratif jusque-là, il prescrit des obligations à la charge de l'administration, mais la conséquence de ces mesures n'était pas des restrictions plus importantes à l'exercice des libertés des personnes concernées. Il s'agissait de fournir un point d'eau, je l'ai dit tout à l'heure, à des migrants, améliorer les conditions de détention de détenus, etc., etc. Donc, il n'en résultait pas de contraintes, de restrictions plus importantes à l'exercice des libertés des personnes en question. Des personnes, en l'occurrence, qui bénéficiaient en quelque sorte de la mesure d'injonction. Là, la situation est quand même radicalement différente, puisque finalement, le décret qui était en cause était un décret qui conduisait à des restrictions importantes à l'exercice des libertés, hein, notamment à la liberté d'aller et venir, c'est l'obligation de confinement. Et ce que dit le juge dans son ordonnance, c'est qu'il faut encore finalement renforcer ce niveau de contrainte en définissant de manière plus stricte les dérogations à cette obligation de confinement. Donc il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que là, le résultat de cette ordonnance, d'ailleurs, il s'est fait sentir assez rapidement, puisque dès le lendemain, le décret en question a été modifié pour réduire et mieux définir les dérogations à l'obligation de confinement. Mais les conséquences de ce décret, c'est des restrictions plus importantes à l'exercice des libertés fondamentales de l'ensemble de la population française. Hein. Donc c'est en cela que on peut dire, me semble-t-il, que le juge administratif du référé liberté devient, dans ce contexte-là, un juge, euh, un auxiliaire, pardon, de la police administrative, auxiliaire, en ce qu'il expose et il peut même aller plus loin que l'administration dans les mesures qui lui semblent nécessaires, tout ça pour garantir, bien sûr, le droit à la vie.
Donc il y a là quelque chose d'assez intéressant à mentionner. Alors pour finir mon propos, quelques remarques plus générales en rapport avec le droit administratif et le droit des libertés qu'on peut tirer de cette ordonnance, et j'en évoquerai trois. Première remarque d'abord, eh bien, c'est que cette ordonnance, elle revient à remettre en débat la question du juge en droit administratif et pour reprendre l'expression de Rivero, le juge qui gouverne, en ce que là, l'autorité, le juge judiciaire, à travers le référé liberté, se met en mesure de prescrire des mesures de police, et en l'occurrence des mesures de police de nature réglementaire, au Premier ministre. C'est quand même quelque chose d'assez particulier, d'assez atypique. Je vous rappelle quand même qu'en référé liberté, précédemment, le Conseil d'État avait relevé qu'il n'appartenait pas au juge administratif de prescrire des mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politique publique. Voilà, il me semble qu'à minima, on peut considérer que les mesures prescrites ici mettent en cause des choix de politique publique. Hein. Il peut y en avoir différentes façons de lutter contre cette pandémie, mais c'est bien un choix de politique publique qui est en cause et dans lequel le juge administratif va interférer. Donc il y a quelque chose d'intéressant et j'ai dit qui nous ramène à un débat, un vieux débat, il est vrai, mais qui contribue à le réactualiser en quelque sorte. Deuxième remarque, cette ordonnance, mais avec la jurisprudence qui l'a précédée, elle permet de constater qu'il existe une nouvelle représentation du pouvoir de police, la police administrative. La police administrative, traditionnellement, on y voit quoi? On y voit une compétence finalisée, le maintien de l'ordre public, et pour ce faire, qui peut justifier des restrictions à l'exercice des libertés. Et d'ailleurs, quand vous prenez un ouvrage de droit administratif de deuxième année, lorsqu'on parle liberté des administrés, c'est au titre de la police. Donc la police est vraiment vécue comme un outil possiblement liberticide au nom du maintien de l'ordre public. Là, très clairement, ce type de jurisprudence confère une nouvelle représentation à la police administrative. La police administrative n'est pas restriction, n'est pas seulement restriction à liberté, elle est aussi réalisation de ces libertés, et là, en l'occurrence, du droit à la vie, préservation, en l'occurrence, du droit à la vie. Alors, c'est une remarque qui peut paraître un peu, alors, qui pourra paraître à certains comme une évidence, à savoir qu'effectivement, lorsqu'on se tourne vers les écrits d'auteurs qui ont travaillé sur la police administrative, comme Étienne Picard, on voit bien que la police, en tant que fonction de l'État, participe aussi de la préservation des droits et libertés. Le Conseil constitutionnel l'a déjà laissé entendre à plusieurs reprises, mais là, les choses sont dites de manière beaucoup plus directe, en ce que c'est la garantie d'un droit fondamental qui justifie, voire même qui impose à l'administration d'agir. Donc, les droits fondamentaux, en l'occurrence, là, l'article 2, légitime, bien sûr, l'action de l'autorité de police, mais aussi la fonde juridiquement. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui me semble différent de ce que j'évoquais, de la manière dont on pensait la police de manière traditionnelle. Enfin, dernière remarque, cette ordonnance, elle revient finalement à remettre aussi en débat l'existence ou non d'un droit fondamental à la sécurité. Pourquoi? Tout simplement parce que, et ça avait été déjà relevé par, je pense notamment à Mustapha Afrouk, dans une contribution de la RDP, la chance de la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle oblige l'État à agir pour garantir l'article 2, elle donne finalement aux personnes, ou elle leur accorde une sorte de créance de sécurité à l'égard de l'État. Une créance de sécurité, une créance, c'est aussi un droit que va pouvoir invoquer, comme l'a fait ici le syndicat des jeunes médecins dans cette affaire, que va pouvoir invoquer l'administré pour obtenir de l'État qui prenne des mesures pour garantir son droit à la vie, etc., etc. Donc on voit bien que cette ordonnance, mais avec d'autres jurisprudences en l'occurrence, participe d'une sorte de réactualisation aussi du débat sur l'existence d'un droit fondamental à la sécurité. Alors, un droit de plus ou de moins, on va dire, on pourrait dire pourquoi pas, parce qu'après tout, il y en a déjà une quarantaine, une cinquantaine. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ce droit à la sécurité, c'est quand même un droit assez discuté, parce que vous voyez bien que fondamentalement, il est porteur, pour sa réalisation, de très nombreuses contraintes sur les personnes. Et il faut bien voir que lorsque ce droit a été mobilisé en droit français, c'est le législateur notamment qui à plusieurs reprises a consacré, il figure dans le Code de la sécurité intérieure aujourd'hui, ce droit fondamental à la sécurité. Lorsque le législateur mentionne, mobilise ce registre de discours, c'est en général pour justifier
l'adoption ou l'édiction de dispositifs répressifs en matière de terrorisme, en matière de récidive, etc., etc. Donc la mention, la référence à un droit fondamental à la sécurité légitime en général des dispositifs liberticides. Euh, donc c'est un droit, j'ai dit, qui s'en souffre, et incontestablement, cette ordonnance invite à relancer peut-être la réflexion sur ce droit-là. Donc voilà ce que m'inspire rapidement cette ordonnance, mais il y aura bien sûr, j'imagine bien, beaucoup de choses à en dire par la suite lorsque nous aurons aussi, il faut bien le dire, un peu plus de recul sur la séquence assez étonnante que nous vivons depuis quelques semaines. Je vous remercie.